Je regardais sur ta chemise, il y a marqué Puku Puku, c'est le nom de ton agence. Oui, Ça veut dire quoi? c'est un petit oiseau de l'altiplano, Des plaines d'altitude. des plans d'altitude, oui. Avant de l'arrivée des conquistateurs, Ouais. il n'y avait pas de coq. Donc c'était lui qui nous réveillait dans la campagne, Cocorico. qui faisait les poucou poucou plutôt. Puku, d'accord. C'est un arc-en-ciel qu'on voit là. Oui, T'as vu comme ça? c'est une divinité chez les Incas. Ah, l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel. Ah ouais, je savais pas ça. Kuichi, c'était son nom. Les plaines d'altitude, on est cerné par des montagnes. C'est très beau. Ces chaînes de montagnes partie de la chaîne del Vilcanot, hein, au sud du Pérou, ici à Ouais, Cusco. on voit la neige Oui, là-bas. là-bas. C'est à quelle altitude en face de nous là? 5005 mètres d'altitude. Tu parles drôlement bien français quand même. Mais je suis jamais allé. T'es jamais allé? Non, je suis J'ai jamais allé. l'impression en que t'as France. vécu là-bas des années. Non, t'as toutes les expressions. Tous les visiteurs qui viennent, ils me laissent un petit morceau de la France. Ceux qui viennent de Bretagne, ceux qui viennent de Lille, chez les Ch'tis, voilà, les Marseillais, voilà. Ouais, d'accord. C'est un grand pays aussi, la France. Ah oui. Il y a plein de choses à voir. Ce panorama, c'est somptueux. C'est le Pérou. Alors Jérôme, prépare-toi. Après le virage, tu vas voir plein les yeux. Tu vas voir les salines de Maras. Waouh. C'est incroyable. C'est somptueux le décor là. On dirait un tableau. Tu sais combien il y a de petits bassins au total ici? Ah, il a plus de 3000, Jérôme. La source salée, elle vient d'où? Elle vient de la montagne à gauche, là-bas. Ok. Elle vient de la montagne à gauche, c'est une source d'eau chaude, naturelle, probablement volcanique. D'accord. Bon, c'est de l'eau minéralisée. Et surtout, comme il traverse une mine de sel, où il y a des cristaux de sel énormes, donc elle est hyper salée. Donc c'est souterrain? C'est souterrain. Et après, il sort, il l'utilise là, dans le bassin. D'accord. Donc là, c'est le moment où ils vont remplir un peu les bassins. Ils ont ouvert les vannes. Oui. Une journée ensoleillée, ils vont profiter de remplir le bassin. Après, ça va évaporer Avec le soleil. avec le soleil. Voilà. Bonjour, comment ça va? Muy bien. Gladys, depuis combien de temps vous travaillez ici sur les salines? J'ai commencé à travailler dans les salines à l'âge de 8 ans. Wow. Mon père et ma mère sont propriétaires de 70 bassins. Et vous gagnez votre vie avec ça? Oui, oui, bien sûr, mais le travail est très dur. Un sac de sel pèse 40 kilos et on le vend 40 sols, 12 euros. Est-ce que je peux regarder votre main? Vous n'avez pas de gants, pas de protection? Vous ne pouvez pas souffrir du tout alors? Non, et surtout, le sel nous protège de l'arthrite. Par exemple, mon père a 80 ans, eh ben, il n'a pas du tout d'arthrite. Bon, est-ce que je peux vous goûter votre sel? Oui, bien sûr. Il y a des beaux cristaux. Hein. Alors vous qui travaillez ici depuis toute petite, vous connaissez ce site depuis très longtemps, est-ce que vous avez toujours conscience de sa beauté? C'est magnifique. J'ai un peu voyagé et des endroits comme celui-ci, j'en ai jamais vu. Cet endroit, c'est une bénédiction des dieux pour notre pays. Dans les Andes, une autre spécialité fait le bonheur des Péruviens. Les habitants du pays sont très fiers de leurs pommes de terre. À quelle date pourrez-vous en avoir? À partir de novembre. Seulement novembre? Vous pouvez m'en choisir des petites? Mettez-moi 2 kilos. Federico est chef, un spécialiste du tubercule. Et pour lui, faire son marché est toujours une aventure.
Ce que j'aime faire, c'est la laver, afin de mieux voir sa robe. Et j'examine sa couleur. C'est une manière d'identifier les meilleurs. Pommes de terre aux formes étonnantes ou aux couleurs insolites. Le Pérou abrite plus de 4000 variétés du tubercule. Pour le chef, c'est une source d'inspiration inépuisable. Celle-là, on l'appelle Sica. Elle a une couleur très attirante, car sa robe est très belle, mais elle est très humide. C'est une pomme de terre un petit peu compliquée à travailler en raison de l'eau qu'elle contient. Ça, c'est une pomme de terre qui contient peu d'eau. Elle est d'un jaune intense. Cuisinée au four, elle est parfaite. La peau est croquante et l'intérieur, c'est comme de la purée. Chaque région du pays a ses propres variétés, ses propres pommes de terre. Il y en a tellement que c'est impossible de toutes les utiliser. Le Pérou, c'est le pays de la pomme de terre. Au XVIe siècle, c'est dans les Andes que les conquistadors espagnols ont découvert le tubercule. Et pour remonter aux origines de la pomme de terre, il faut prendre de la hauteur. Ici, on se trouve à une altitude d'environ 4000 mètres. Sur ce terrain, nous cultivons plusieurs variétés de pommes de terre locales. L'année dernière, on était par là-bas. Cette année, on cultive ici même et les prochaines années, nous nous déplacerons un peu plus loin. Aniceto est paysan et sur ses parcelles, on n'a toujours cultivé que de la pomme de terre. Domestiquée il y a 8000 ans, la culture du tubercule a ensuite été encouragée par l'Empire Inca. Et aujourd'hui encore, dans la famille d'Aniceto, on est expert en pommes de terre. Quand on sème, on ne dépose pas les semences de n'importe quelle manière. On doit les poser au fond de ces trous de 10 à 15 cm de profondeur, afin que la pomme de terre puisse garder son humidité et ne soit pas grillée par le soleil. En tant qu'agriculteur, on connaît le type de sol sur lequel on peut planter chaque variété. On sait aussi à quelle altitude on peut cultiver et conserver chaque variété. Ce sont des connaissances que nous ont laissées nos grands-pères, nos ancêtres, et on se bat pour conserver toutes ces variétés. Ce patrimoine unique, Aniceto et ses collègues se battent pour le conserver. Avec 5 communautés des environs, ils se sont unis pour défendre leur savoir-faire et leur variété locale. Le numéro de code de celle-là, c'est le 752. Il y a quelques années, ils ont décidé de créer une banque plutôt originale. Dans ce coffre-fort, on conserve 1361 variétés de pommes de terre uniques au monde. Ici, nous conservons toutes les semences dans la période qui suit la récolte. Et au moment de l'ensemencement, on les fait transporter dans les parcelles, dans les greniers. Pour nous, cette banque est un trésor. Nous en sommes très fiers, car nous ne travaillons pas que pour nous. Nous le faisons aussi pour le pays et pour le monde entier. Mais une fois récolté, c'est dans l'assiette qu'il est bon de juger le tubercule. Et bien souvent, la pomme de terre péruvienne y trouve une place de choix. Je la fais revenir, arrosée d'un tout petit peu d'huile végétale. Et comme les pommes de terre sont déjà cuites, on ne les rajoute qu'à la fin. Dans son restaurant, Federico joue avec les textures et le goût de la pomme de terre. Avec cette pomme de terre, j'ai fait une purée un peu rustique. On va sentir les morceaux de patates, elle n'est pas complètement moulinée. C'est idéal qu'elle ait cette texture. Elle est ferme et très malléable. On peut lui donner la forme que l'on souhaite et elle se maintient. Et elle est super bonne. Un chef peut me dire « Je sais très bien faire ce plat à base de pommes de terre ». Mais si je lui fais découvrir une ou deux variétés très différentes de patates que l'on produit ici au Pérou, ce ne sera pas la même chose et il pourra créer des choses nouvelles. Riche d'une histoire extraordinaire, la pomme de terre péruvienne, avec ses milliers de variétés, demeure l'un des trésors du pays des Incas.
Muchas gracias. Gracias. C'est excellent. J'adore la petite gare. L'aventure continue. Continue, mon ami. 1h50 de train. Ouais, Et on arrive au pied de Machu Picchu. ça me va. Je ne suis plus qu'à quelques heures alors. Voilà. On n'est pas parti, cela dit. Hein, Ah parce ouais. que il se pourrait bien qu'il y ait un petit problème de cardon de 12. Hein. La ligne de chemin de fer qu'on prend là, elle est ouverte depuis quand? Oh, la construction, ça date de 1871. Ah oui, donc c'est une ligne très ancienne, Très qui ancienne. date même d'avant la découverte du Machu Picchu. Ah oui, c'était pas construit pour le Machu Picchu. D'accord, C'était pour le marchandisme vers la forêt amazonienne. ok. Mais quelques années plus tard, il y a eu un explorateur qui est venu et qui a trouvé le Machu Picchu. C'était en 1874, 3 ans après. Donc c'est après qu'est arrivé un autre personnage. C'est l'Amérique. D'accord. Il est venu avec toute une équipe pour faire vraiment la découverte scientifique de Machu D'accord. Picchu. C'est lui qui était le premier à emprunter le chemin qu'on prendra. Ah oui, Ah. exact. D'accord. Regarde Jérôme, c'est là-bas qu'on va. Ah le oui. Machu Picchu. On voit déjà les premières constructions Ah bah oui. ici. Bon, il y a un petit peu de route, c'est bien. Combien de temps pour aller là-haut? 1 heure et demie. Ça dépend de la vitesse à laquelle je marche. La c'est ça vitesse exacte, oui. Voilà notre chemin. On est ici. Premier arrêt, 400 mètres, 750. Et on arrive à l'entrée de Machu Picchu. Ah, ça, c'est le chemin du Le bus. chemin du bus. D'accord, Oui. d'accord. C'est à peu près les 90% de touristes qui montent en Ok. navette. Nous, on montera à pied, Par le chemin historique. par le chemin historique. Ça me va bien. On monte comme les Incas. Je vois les terrasses là. Hey, On s'approche. on s'approche. Enfin, Vous y voilà. bienvenue à Machu Picchu, Jérôme, la ville sacrée des Incas. J'attends ce moment depuis super longtemps, hein. Depuis que je suis tout gamin. Vraiment. Je te dis pas la première fois que j'étais là, T'avais quel âge? 8 ans. J'étais Ouais. avec mon père. Je me rappelle, je jouais là-bas. Hein. Tu montais sur les murets, Ah oui, je montais sur les Ah ouais, murets. c'était pas oui. protégé à l'époque. Mais les normes n'étaient pas trop strictes comme aujourd'hui. D'accord. On n'avait pas encore le titre de l'UNESCO. J'ai vraiment pas de mots, hein. Je suis séché, comme on dit. J'ai plein les yeux, hein. Ouais. Ce que je trouve génial, c'est qu'on puisse être au cœur du site, tu vois. Ah être oui, dans ça, le c'est- site, le visiter. Je peux te montrer une chose. C'est-à-dire? Regarde. Ah, il y a eu des Ça, photos c'est prises. une photo de Bingham. Bingham, c'est l'explorateur. Ah oui, Ah, génial. il a pris des photos en 1911. Ah oui, donc c'était recouvert de la Recouvert végétation. de toute la végétation. Ça a dû être un sacré choc quand même hein, de découvrir ce lieu-là. Oui. Cette ville n'a jamais été terminée d'ailleurs. Non, la Non. ville, elle était abandonnée avant de finir sa construction. Pour quelle raison? D'abord, la guerre civile entre les deux derniers rois D'accord. et l'arrivée des conquistadors. Ah, les Espagnols, oui. Les Donc, Espagnols. tout le monde a fui Ouais. le site. Est-ce que c'était l'endroit où le roi Pachacutec, c'est ça Pachacutec, oui, c'est ça, les aurait neuvièmes. vécu ou a vécu peut-être même? Il a voulu faire la ville pour Ouais. l'élite, D'accord. pour les meilleurs des meilleurs, dans un endroit bien caché dans les montagnes. Hmm, C'est pas qu'une ville, hein. D'accord. Non, c'est plus que ça.
c'était comme une grande université, D'accord. dans tous les domaines. D'accord. Architecture, agriculture, astronomie. Le savoir pour les Incas, c'était le plus important. Regarde Jérôme, on est arrivé ici à la porte principale. On voit bien la taille, hein. Ils n'étaient pas petits. Il n'était pas petit? Non. Je les imaginais justement plutôt petits, trapus. Bien sûr, Ouais. ça c'est le peuple de base qui travaillait, D'accord. qui travaillait dans l'agriculture. Et on parle de justement la royauté. Ça veut dire que plus t'es grand, plus t'es intelligent. Ah, écoute c'est là. C'est juste incroyable ce site. Où qu'on porte les yeux, le regard, c'est magnifique. Oh, Voilà Jérôme, les temples du soleil. incroyable. C'est-à-dire que ça, c'est un bloc de pierre qui est... Des pierres naturelles qui naturelles, sortent ouais. de la montagne. C'est parti de cette montagne de granit. Ah, ils ont et là, creusé c'est ça. une preuve magnifique de l'architecture et le mélange entre la nature et l'homme. Tu m'emmènes où maintenant, hein? Dans la partie la plus haute du sanctuaire. Ça s'appelle Intihuatana. C'est connu comme le cadran solaire. alors. D'accord. Inti, ça veut dire soleil. Et Watana, ça veut dire ceinture, attachée. C'est où on attache le soleil. Voilà, on est à 2550 mètres. Je vois que t'es soufflé Ouais, aussi. oui, je suis soufflé aussi, hein. Ça me rassure. Donc ça, c'est le fameux cadran solaire, alors. Si. Alors, explique-moi comment ça fonctionne, parce que... En fait, tous ces rochers représentent les deux grandes montagnes d'ici. La montagne là-haut, qui s'appelle Machu Picchu, la vieille montagne, et la montagne là-bas, les Huayna Picchu, que c'est la jeune montagne. Dès que le soleil, dans les solstices d'été, il sort, il va faire le mouvement jusqu'à les solstices d'hiver, entre ces deux montagnes. Donc, les prêtres, les grands maîtres, ils étaient là pour montrer à ses élèves comment ce que c'était le mouvement solaire. Il faut savoir que tout était lié à l'agriculture. Savoir avec précision les mouvements solaires permettait d'avoir une meilleure et plus grande production de produits. D'accord. C'est quand même extraordinaire. C'est des gens qui ont anticipé plein de choses. Et c'est ça, Machu Picchu, c'était la maison du savoir. Ça te dit qu'on se pose là, juste pour profiter du panorama? Bah oui, on a bien marché. Quel spectacle, hein. Ouais, sublime. Ça ne m'arrive pas de décider négatif quand je suis là. Ouais, des bonnes ondes, ouais. Des bonnes ondes. Mm. Comme si on était vraiment liés à l'endroit Ouais. depuis des siècles. Tu dois avoir des ancêtres incas, c'est sûr. Ce nez, Il y a pas c'est de un doute. cas. C'est un cas. C'est un cas, ouais. Tu vois, mets-toi Ouais. mets-toi la tête en arrière. Mm. Alors, ça ressemble un peu à Voilà. cette montagne, en Ça, fait, t'as raison. Exact. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de découvrir ce lieu avec toi. Moi, c'était vraiment un plaisir aussi. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean.